la nuit. Et je suis content qu'on parle de jeu de rôle parce que dans le rapport que j'ai à la science-fiction, le jeu de rôle a joué un rôle important. Voilà. D'ailleurs, à tel point que je me balade jamais sans mon propre D10. Voilà. Au Cercle de l'Orbite Galactique, on organise effectivement des jeux de rôle. On en a même créé un, celui de Lux Felicis, qui s'appelle Toon Party. C'est un jeu basé sur l'univers des dessins animés et des cartoons, où il faut choisir un personnage de cartoon et essayer de décrire des actions les plus invraisemblables possibles. On a également un live play avec David Méchin à Toulouse, un appel de Cthulhu dans le monde de la police parisienne du début du XXe siècle, les dossiers du professeur Gilles de la Tourette, une enquête absolument désopilante. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des liens avec l'histoire, avec des univers fictionnels tels que celui de Dune, celui d'Altered Carbon? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est de développer des univers, de jouer dans des univers. Moi, en tant qu'auteur, ce que j'aime bien, c'est aussi voir comment on peut construire un scénario, comment on peut travailler sur le scénario. Et puis parfois, c'est des jeux complètement loufoques, parce que là, je vous ai donné des jeux qui sont des univers de science-fiction sérieux et enfin tout à fait reconnus. Mais il y a des jeux très amusants, comme par exemple un jeu, je suis sûr que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Luchadores. C'est un jeu sur la lutte libre. Les catcheurs mexicains. Voilà, c'est ça, les catcheurs mexicains. Et donc, il faut jouer des catcheurs et il faut annoncer une séquence de coups, une combinaison de coups, pour voir si on gagne ou pas. Et ça, voilà, c'est vrai que le jeu le côté ludique a un rôle très important, même dans la création littéraire. Voilà, c'est pas du tout incompatible, au contraire. C'est même un acte de création littéraire. Absolument, ouais. Qui passe beaucoup par la parole, mais on fait la même chose. On a un personnage avec des contraintes. Et avec ce jeu sur la contrainte et le fait de respecter la cohérence, l'identité du personnage, en fait. Même avec le lancer de dés, on peut. C'est peut-être un des rares cas d'une histoire qui s'écrit toute seule, quoi. Une histoire qui s'écrit toute seule et qui s'écrit aussi par les personnes qui la constituent, parce que là où quand on lit un livre, c'est quand même une activité relativement solitaire. On lit seul un livre, on le parcourt, il y a ce plaisir de découvrir comment l'histoire va s'évoluer, alors que dans un jeu de rôle, c'est autre chose. On le communique et on le crée ensemble, cette histoire, et c'est une activité où on le partage. Et c'est un peu même une extension, à mon sens en tout cas, pour rester dans la littérature, une extension de cette noble art qui est de la littérature orale, comme faisaient un peu les bardes, et je trouve ça vraiment passionnant. Oui, absolument, d'autant que tu fais jamais deux fois la même partie. Et ça te permet aussi, par exemple, moi il m'arrive, alors c'est un cas un peu particulier dans le groupe, mais il m'arrive par exemple d'inventer complètement des scénarios à partir de récits que j'ai lus et de combiner des récits qui n'avaient pas de rapport entre eux, parfois pour faire une soirée spéciale sur par exemple Arthur Clarke ou des choses comme ça. Et ça permet aussi de voir comment tu peux construire le récit en fonction de chaque personnage, en fonction de leur réaction. Donc c'est vraiment jouissif. Ouais. Et puis il y a cette dimension immersive, puisque c'est aussi adjacent au théâtre, voilà, le simple fait d'incarner un personnage. Alors ça, c'est le roleplay. Vous en avez déjà sans doute parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, dans notre groupe, quand on joue comme ça, on demande à chaque joueur, et on est alternativement joueur, maître de jeu, mais d'incarner vraiment le personnage. Et donc on fait du roleplay, c'est-à-dire que quand un personnage, par exemple, réussit une action, le maître de jeu, en général, lui dit vas-y, décris-moi comment tu as réussi, et ça oblige à rentrer dans le rôle. Donc il y a un petit côté théâtral qui est très ludique aussi. Ouais. Et en fait, pour moi, justement, je reprends l'idée, c'est que le jeu de rôle, ça permet de faire de la littérature à plusieurs. C'est-à-dire qu'on écrit une histoire, en fait, on est spectateur, acteur de l'histoire, et là, ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment un jeu avec certains, normalement vos amis. On ne fait pas de jeu de rôle avec nos ennemis, mais en fait, on permet de créer une expérience, de créer tout un nouveau récit, toute une nouvelle histoire, et une source d'anecdotes où ça renforce le lien, où ça peut en créer de nouveaux. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve personnellement le jeu de rôle magnifique, et je remercie Hugo Bellagamba, car c'est grâce à lui, grâce à son organisation du premier jeu de rôle, que j'ai découvert le jeu de rôle, et que j'en fais aujourd'hui. Oui, tu as découvert le jeu de rôle à la convention de Valbonne. Oui. Ah ouais, génial. Bah écoute, tant mieux alors, je suis ravi. On a tous des portes d'entrée dans le jeu de rôle. Moi, c'était Lux Felicis, juste avant le confinement, avec le scénario du Phare de la Nuit dans l'univers de Cthulhu. Un scénario que vous pouvez, je crois, retrouver sur Internet.
sur la boutique, sur la boutique du COG. Placement de produit. Et mais alors justement, moi, enfin, une question que je me posais, parce que en fait, le jeu de rôle, j'ai effectivement commencé à en faire pendant le confinement, et enfin, par plein d'aspects, j'ai l'impression que c'était la période parfaite pour en faire, du moment qu'on a une bonne connexion Internet, parce que si on peut être en visio Absolument, avec nous les aussi gens. on a fait ça, hein. On a fait Voilà. du Zoom, du Teams, enfin, on a même commencé avec le groupe de joueurs que j'avais sur Discord. Et Ouais, uniquement Discord, à la ouais. fois. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, on était donc en plein confinement et on se disait on peut plus faire de réunions de jeux de rôle. Et on s'est dit si, on va le faire, mais sur Discord. Et donc le premier jeu, on l'a fait, c'était type radiophonique. Il y avait que la voix et donc on se faisait confiance évidemment sur les lancers de dés. Mais ça a marché très très bien, ça a marché très très bien. Et après on a fait du Zoom. Ouais, c'est pas du tout incompatible. Bien donc même de pas se voir, ça peut aussi donner plus de liberté. Moi, j'ai une impression aussi, c'est que j'ai l'impression de voir une espèce de renaissance du jeu de rôle dans les dernières années. Bah. Et je me demande si c'est ma théorie, c'est que c'est l'effet Stranger Things. Mais... Stranger Things, mais surtout le fait que le jeu de rôle aujourd'hui nourrit l'art et la culture. Ces derniers temps, on voit beaucoup, cette année, rien que le nouveau, c'était déjà le cas avant, mais cette année, avec le dernier film Donjons et Dragons, où il y a eu un vrai regain de qualité. Il y a également dans l'art graphisme, avec des artistes comme Brom, excellent, qui a designé de grandes bandes dessinées. Et ce qui est très intéressant, alors déjà, je vais un peu par les chiffres, donc c'est pas forcément le plus amusant, mais c'est quand même intéressant de les relever. Il y a, alors attendez que je retrouve le chiffre, c'était un sondage fait par D&D Community, et ils ont relevé, alors attendez que je retrouve le chiffre exact pour pas que je me trompe, voilà. Voilà, 40 millions de joueurs de Donjons et Dragons. Et je trouve ce chiffre très intéressant parce qu'on a l'impression un peu que c'est un milieu où on se sent parfois un peu seul, entre nous, restreint, alors qu'en réalité, c'est devenu gigantesque. C'est une communauté gigantesque où il y a un marché, il y a des passionnés et on fait référence dans tous les offres culturelles. Et dans l'âge aussi. 40% des joueurs sont des jeunes adultes ou des étudiants. Donc, contrairement à pas mal d'activités culturelles, ce n'est pas une activité qui vieillit, mais qu'au contraire tend à se rajeunir. Donc là, peut-être tu peux en parler par rapport à tes groupes. Je vais même rajouter quelque chose qui est peut-être dans un domaine où vous vous attendez pas de voir le jeu de rôle, à l'université. Il se trouve qu'avec notamment mon collègue Giulio Cesare Giorgini, qui avait organisé la convention de 2021 avec moi, on utilise le jeu de rôle avec des étudiants de Master 2 en droit algorithmique, c'est-à-dire l'évolution du droit par rapport au voilà. Et on utilise notamment un jeu de rôle bien précis que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ça sera l'occasion de vous en parler quelques minutes, qui a été créé par Sarah Newton, qui s'appelle Mindjammer. C'est un jeu de rôle transhumaniste qui se passe dans ce qu'elle appelle le second âge de l'espace, c'est-à-dire dans un futur très lointain, Mindjammer, dans lequel il y a des vaisseaux spatiaux conscients qui jouent le rôle de hub un petit peu dans un vaste réseau. Et ça pose les questions de l'identité, ça pose les questions de l'ubiquité, ça pose les questions du droit de protection des données dans ce futur lointain. Et on a fait jouer des étudiants de droit algorithmique qui travaillent sur les problématiques de la cryptographie, du droit bancaire, dans cet univers futuriste. Et grâce à cette séance de jeu, et c'était un peu expérimental, ils ont pu replacer les enjeux juridiques auxquels ils étaient confrontés dans le jeu. Ce qui veut dire que maintenant, non seulement le jeu de rôle connaît un regain d'intérêt pour toute une nouvelle génération, parce que moi, à l'époque, j'avais ton âge quand on jouait au jeu de rôle, mais de surcroît, ça commence à devenir un outil de travail. Alors peut-être ça ne plaira pas à certains joueurs, mais un outil de réflexion, de test finalement des connaissances, y compris dans le monde universitaire. Dans le monde universitaire ou dans d'autres. Tu dois savoir que dans le monde militaire, il y a des pays où c'est une tradition très ancrée depuis plus d'un siècle. Celle du wargame ou du kriegspiel chez les Américains, ou en entreprise aussi, où on utilise ça de plus en plus pour former des managers. Et alors, qu'en pensent les étudiants de cette utilisation du jeu de rôle à l'université ? Alors pour l'instant, je peux te parler que d'un petit panel d'étudiants. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça avec des groupes d'étudiants de Master 2 qui sont une quinzaine à peu près. Tout le monde est ravi. Tout le monde est ravi et on nous demande de réitérer l'expérience. Donc voilà, et en plus, on l'a fait en partenariat avec Sarah Newton. Et donc, elle pense à éditer les scénarios qu'on a créés. Et chose très importante, j'ai oublié de vous dire, c'est les étudiants
qui ont créé les scénarios. C'est-à-dire, c'est pas nous qui arrivons avec un scénario pour les faire jouer et ils ont le plaisir d'incarner des joueurs. Ils ont créé les scénarios. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, l'introduction du jeu de rôle à l'université est très positive. Là, dans ton domaine, là où tu travailles, où tu étudies, est-ce que c'est déjà un peu, ça arrive déjà un petit peu, tu le vois ou Alors, justement, cette année, dans un cadre de projet de l'EHESS, mon école a organisé une COP climatique où donc nous avions chacun, là, bon, ce n'était pas un jeu de rôle au sens où nous avions des dés, etc., mais nous avions chacun des fiches pays et devions entamer une négociation, essayer de gérer au mieux avec des enjeux qui étaient imposés par le bureau du GIEC et le bureau de la gestion, afin d'essayer de faire une COP réussie. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a pu aborder des enjeux qui sont géopolitiques sur un plan qui est plus ludique. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un professeur qui nous enseigne des choses, des cours magistraux, là, nous avions un débat entre nous à partir de fiches qu'on avait. On devait aussi proposer des choses que nous savions nous. Et on devait incarner et protéger nos intérêts, notre capacité, et essayer de gagner le maximum et de ne pas perdre trop sur les contrats de COP. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais, ça peut être une bonne façon simplement de faire de la pédagogie en expliquant en fait toutes les contraintes qui vont gouverner. Ça enlève quelque chose de l'abstrait et on voit au contraire concrètement comment ça se passe, même si c'est sous forme modélisée. Et une autre chose aussi qu'on avait dit dans les jeux militaires, c'est que c'est très bête, mais le fait d'avoir une dimension de plateau dans les wargames, ça crée un attachement émotionnel aux troupes. Parce qu'en fait, quand on a son pion sur la table et qu'on sait que ce pion représente 10 hommes, 50 hommes, 5000 hommes, on n'a juste pas envie de le perdre. On n'a pas envie de perdre son gros pion rouge et donc on va vraiment le protéger, on va vraiment s'impliquer. Et c'est là en fait que la mécanique ludique prend encore plus, quoi. Et d'autant plus voilà, avec des sujets comme le changement climatique. Et moi, j'ai une question pour vous, du coup. J'ai vu donc ce retour du jeu de rôle, pas plateau, mais enfin du jeu de rôle vraiment en live, en temps réel, avec une table. Est-ce que ça vous semble être en concurrence avec le jeu vidéo et avec le roleplay des jeux vidéo, par exemple? Je pense que c'est deux univers qui sont différents, mais qui à la fois se rencontrent. Par exemple, aujourd'hui, on a une des dernières sorties, Baldur's Gate, qui est un énorme jeu de rôle qui rassemble des millions de joueurs et qui en fait crée tout un univers avec chacun son rôle. On avait World of Warcraft et qui forçait là aussi à prendre son personnage et tu devais prendre en compte tes capacités, prendre en compte tes sorts, prendre en compte tes alliés, tes ennemis, et le choix de ta faction pouvait impacter toute ton aventure. Et ce qui se passe, c'est que même de manière générale, en fait, là, je prends un exemple français. Le joueur du grenier, qui est un youtubeur très reconnu au niveau jeux vidéo, a lui aussi parlé du jeu de rôle dans plusieurs de ses parties. Il a même fait du jeu de rôle en vidéo. Et c'est, selon moi, en fait, c'est même le jeu vidéo qui redonne de l'apport de popularité au jeu de rôle, parce qu'il y a ce lien qui se crée et les gens se sont rendus compte, on va dire, que c'est le fait que être devenu geek, on va dire, c'est devenu mainstream. C'est-à-dire que maintenant, être geek, avoir une chaîne YouTube et tout, c'est cool. Et donc, jouer aux jeux vidéo, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Et comme ça, c'est devenu plus accepté, les gens sont aussi plus acceptés devant le jeu de rôle. Et c'est ça qui ramène de plus en plus de monde de tous les horizons. Mais en plus, ça, c'est quelque chose que j'ai vu très récemment. C'était il y a 1 an ou 2, ça m'a beaucoup impressionné. Le streamer sur Twitch, qui est une plateforme de streaming, surtout gaming à la base, AlphaCast, a organisé un actual play, donc une partie de jeu de rôle en ligne. Et pour sa dernière vidéo, donc la fin d'une saison, il avait réservé une pièce de théâtre pour jouer sur scène le jeu de rôle. Et c'était une pièce de théâtre à Paris, donc il y avait une centaine de personnes. Et j'ai été abasourdi de voir qu'une centaine de personnes étaient prêtes à payer. À venir. Effectivement. Voilà, et je trouvais ça incroyable. En fait, tu vois ton personnage public préféré, ton youtubeur préféré. Voilà, c'est la personnalité qui continue à faire ce qu'il fait, mais devant toi en direct et en chair et en os. Et en plus, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'en fait, ça fait comme
comme les gens qui suivent une télé-réalité, on va dire. C'est-à-dire qu'au fur Oui, et à oui, mesure, non, mais c'est vrai, c'est en vrai que plus c'est de oui, s'attacher au c'est vrai. streamer ou quoi, ils s'attachent au personnage qui est joué. Et ce personnage qui est joué, quand ils s'attachent à lui, ils n'ont pas envie qu'il meure, ils ont pas envie qu'il fasse d'échecs critiques, ils ont envie qu'il s'en sorte. C'est ça aussi qui fait que les gens sont allés voir, je pense. C'est le fait que les gens voulaient savoir ce qui allait se passer à la fin, Oui. en direct, sans attendre la diffusion, sans attendre, en étant là, en pouvant vivre l'instant et découvrir les personnages qu'ils ont suivis à travers leur écran. Ouais, et juste pour compléter, alors bon, ça sur cette partie-là, effectivement, il y a de plus en plus maintenant de parties de jeux de rôle qui sont filmées en direct et qu'on peut suivre en streaming. Et une chose est très étonnante pour moi, c'est que le jeu de rôle est aussi redevenu un objet, vraiment un objet livre important, qu'il y a des nouveaux éditeurs, comme Arcane Asylum par Arkham exemple, Asylum, Black Book et qui, Edition. voilà, et qui créent de très beaux livres et qui créent une envie d'en faire l'acquisition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était inattendu. À l'époque, les jeux de rôle, c'était des boîtes, moi, dans les années 90, 80, 90. Là, c'est des beaux volumes, c'est des hardcovers, avec des somptueuses illustrations, et ça donne vraiment envie, parfois pour des livres qui sont quand même assez chers, d'en faire voilà, toute l'acquisition de toute la gamme. Donjons Dragon a très bien compris ça. Et tout à fait. Et en fait, je pense que c'est là aussi que, et ça va faire écho à cette question sur le jeu vidéo. Je pense que c'est une façon de retrouver le plaisir de jouer. Et parce que vous avez une convergence jeux vidéo, jeux de rôle avec les MMORPG. Enfin, comme leur nom Oui. l'indique, ce sont des jeux de rôle en ligne et massifs. La dynamique actuelle de la création de jeux vidéo, en tout cas pour les grosses productions, enfin tout ce qui est produit en masse, tout ce qui est joué en masse, c'est l'atomisation. Voilà, on a par exemple, on dit souvent que les studios ont tué ce qu'on appelle la couch co-op, le fait d'être avec son pote, avec deux manettes sur un seul jeu, une seule console, mais deux manettes, et on peut jouer sans problème à deux. Là, désormais, il faut être chacun chez soi avec une console, un abonnement payant, une connexion Internet de bonne qualité et souscrire à toutes les options pour pouvoir jouer à deux. Et en fait, c'est juste de pouvoir retrouver ce plaisir à la fois d'avoir un objet, voilà, une belle boîte, un plateau ou du lien social. En fait, qui fait que tout ça, ce sont des jeux. Enfin, pour moi, la grande catégorie, c'est le jeu de société. C'est ça qui est l'aspect essentiel. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir pratiquer cette société puisqu'on va pas tarder à faire une pause. Je ne sais pas si tu veux nous dire un mot de la fin, Hugo. Très bien, merci. Je suis ravi. Ça s'est arrêté, je crois. Mais voilà, mais ravi d'avoir participé à vos débats pour un Ouais. petit moment. Merci de votre accueil. Merci à toi. Merci à toi et puis bah, merci à la convention. Et puis on va ensuite, après cette pause, on pourra donner la parole à d'autres. La nuit.
la nuit. Donc voilà, rebonjour. Alors je vais me représenter un peu pour remettre dans le contexte. Voilà, je suis Roman Vincent, secrétaire de l'association du Cercle de l'Orbe Galactique, et je suis là pour parler du jeu de rôle. Donc on en a parlé juste avant avec différents intervenants. Donc là, en fait, je vais revenir un peu sur une partie de la présentation, une partie des jeux de rôle sur lesquels on n'a pas pu trop s'attarder. On va se poser la question de ce qui nous plaît dans les jeux de rôle. Et ce que je me suis rendu compte, c'est ce qui nous plaît dans les jeux de rôle, souvent se retrouve déjà dans les codes de la littérature. C'est beaucoup de choses que nous apprécions dans un bon scénario. C'est déjà des choses que nous aimons retrouver dans des livres. Ce qui d'ailleurs s'explique par le fait que l'origine des jeux de rôle se trouve directement dans des œuvres littéraires fantasy, par exemple, comme de Tolkien. Mais d'ailleurs, toi, peut-être tu veux nous dire quelque chose. Dis-moi un peu ce que tu aimes dans les jeux de rôle, que tu penses se retrouve déjà dans la littérature. Moi, un de mes jeux de rôle préférés, c'est l'Appel de Cthulhu. Donc évidemment, c'est relié avec la littérature, en particulier l'univers de l'auteur H.P. Lovecraft, Oui. qui en fait a créé une mythologie assez personnelle qui n'est pas complètement développée dans ses œuvres publiées, mais que ses descendants spirituels ont continué d'élaborer de façon cohérente pour créer vraiment une mythologie, moi je dirais aussi riche que celle de Tolkien, avec le fait en plus qu'elle soit pas inspirée d'autres choses évidentes. Oui, en plus, pour rester sur ce côté où le jeu de rôle vient directement d'œuvres littéraires, ça vient aussi un peu de cette volonté des joueurs qui n'aiment pas les fins, des joueurs qui veulent que les histoires continuent. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est un très bon exemple, mais c'était aussi le cas d'œuvres comme... j'ai vu beaucoup de personnes qui continuaient à faire vivre Conan aujourd'hui encore. C'était quand même c'est impressionnant ce qu'on peut faire. Il y a une très grande communauté aux autres Conan. Ouais. Conan, Dune, très récemment d'ailleurs, parce que c'est un jeu qui est sorti très récemment. Mais du coup, par rapport à ce que l'on aime dans la littérature et qui se retrouve dans le jeu de rôle, dans le scénario, déjà c'est un peu cette notion des protagonistes, que le personnage que l'on suit souvent est unique. C'est le héros de l'histoire, qu'on aime pour ses qualités ou ses défauts, mais qui va surtout vivre une évolution. Et je pense que ça, c'est quelque chose de grand intérêt dans un jeu de rôle, parce que les joueurs, première chose auquel ils pensent quand ils veulent faire du jeu de rôle, c'est quel personnage ils vont jouer. Donc, par exemple, toi, quand tu lances un jeu de rôle, à quoi tu penses avant tout quand tu fais un personnage, qualité, défaut, et c'est quoi tes sources d'inspiration ? Moi, c'est ces traumatismes. Je trouve que c'est ce qui définit le mieux notre personnage. Et d'ailleurs, j'envoie tout le monde lire Un merveilleux Malheur de Boris Cyrulnik, qui raconte que, un de ses souvenirs les plus atroces que je n'expliquerai pas, est finalement quelque chose de fondateur dans sa vie et l'a aidé à dépasser ensuite tous ses soucis. Donc, les traumatismes, c'est ce qui crée un bon personnage de jeu de rôle, d'après moi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut compléter quelqu'un qui fait du jeu de rôle ? Qui veut parler un peu de pourquoi il crée des personnages. On a des spécialistes du jeu de rôle. Venez Dénoncez-vous. Donc, on est à la 50e convention de science-fiction nationale française. Et il y a évidemment plein de fans de jeux de rôle. Un des premiers jeux de rôle étant, si je ne me trompe pas, Star Wars chez Jeux Descartes. Au début du jeu de rôle, c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, Eric Lewin, raconte-nous ton histoire avec le jeu de rôle. Alors, j'ai découvert le jeu de rôle en 1980. N'hésite pas à coller le micro à la bouche. Ouais, en 1980 ou 81. Il fallait qu'on aille en Angleterre, il fallait qu'on aille à Londres pour acheter les livres, les hardcovers de... c'était Donjons et Dragons d'abord, en premier. Après, je ne me rappelle plus, c'est vraiment il y a très très longtemps qu'il y avait ces jeux-là. Donc, c'est la naissance du jeu de rôle pour moi. Et beaucoup de nuits blanches. Et tout à l'heure, quelqu'un citait Dune comme un jeu récent, mais il y a eu une première édition de Dune dans les années 80, grosso modo. Qui l'a édité ? Parce que ça va être intéressant d'ailleurs. Qui avait édité ? Non, ça c'est pas en tête ? Non, je ne saurais plus dire. Oh, okay. Non, c'est avant les années 90. Parce mais c'était déjà le cas avant alors. Donc déjà, il y a très longtemps, dans les années 90, il y avait déjà un jeu de Dune. Donc là, finalement, ce qu'on voit, c'est juste une réédition. Il y a eu une explosion de jeux de rôle à partir de 83-84,
C'est à ce moment-là que l'œuf Cube est apparu à Paris, à côté de Jussieu. Jeu des cartes tout de suite après. Casus Belli aussi, ça Oui. date de cette époque-là. Qui Cassius Belli aussi récemment a redécouvert un second souffle avec l'édition Black Book Edition. Et pour toi, c'était quoi le premier jeu de rôle alors? Alors moi, le premier jeu de rôle, je ne me rappelle plus exactement le nom. C'était un jeu d'Heroic Fantasy. Je me souviens, je jouais un nain, un guerrier nain. Et la première mission, c'était de chasser parce que il fallait nourrir les aventuriers. Et donc les deux nains ont été mis de côté pendant que les vrais chasseurs allaient chasser. Et nous, on faisait du bruit dans la forêt, donc forcément, on était isolés et un peu ostracisés des vrais chasseurs. Du coup, c'est intéressant du coup que tu parles tout de suite de ton personnage parce que c'est dont on parlait à l'instant, c'est que quelque chose que l'on aime, qui se trouve dans la littérature et dans le jeu de rôle, c'est l'idée du protagoniste principal, du personnage qui va évoluer. Donc toi, c'était le nain et c'était quoi ta source d'inspiration et en quoi tu le caractérisais en quelques mots? Alors là, c'est un de mes premiers personnages. Et je l'ai joué qu'une seule fois, donc je me souviens plus trop. Mais ce que je me souviens surtout, c'est que j'avais préparé mon arc, j'étais vraiment prêt à chasser. Alors on a dû vraiment négocier auprès du normalement ce qu'on n'est pas censé faire. Allez, donne-nous n'importe quoi comme gibier. Et il est le maître du jeu a fini à avoir pitié de nous et de nous mettre un petit lapin. Alors là, à peine j'ai eu le temps de sortir mon arc que l'autre nain qui était à côté de moi a balancé tous ses sorts d'un coup. Toute sa panoplie, elle a des trucs de paralysie, de boules de feu, etc. Le lapin avait aucune chance. Pauvre lapin. Et moi, j'étais mort de rien. Ah oui, bah, c'est quelque chose aussi important dans les intrigues. Voilà. Rigoler. Et donc là, ça y est, j'étais vendu pour le jeu de rôle. Et de ton côté, alors, un protagoniste, ta source d'inspiration peut-être dans la littérature? Alors, à cette époque-là, on avait une version non traduite du Seigneur des Anneaux qu'on se passait parce que si on le rendait à la bibliothèque, on le voyait disparaître. Enfin, on n'a pas cherché. On se passait entre nous, c'est-à-dire qu'on allait rendre à la bibliothèque et on partait. Ça a été beaucoup ça, la source d'inspiration initiale. Et après avoir fait divers essais sur des petites... sur des petits donjons, en fait, très rapidement, on a fait des campagnes qui s'étalaient sur typiquement 2 semaines. 2 semaines, ouais, quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais. Oui, non, c'était une époque où on ne dormait pas beaucoup quand même. Enfin, on dormait en cours, comme tout le monde. Du coup, pour continuer sur ce côté, les points qu'on aime dans le jeu de rôle qui se retrouvent dans la littérature, il y a également un peu les personnages secondaires. Donc ces personnages dans la littérature, ce ne sont pas les protagonistes, c'est pas le personnage principal qui va vivre une évolution, mais ce sont des personnages auxquels on s'attache malgré tout. Parfois, ça peut être le comique de service, la personne qui nous fait rire, la personne que l'on aime ou la personne qu'on déteste également. Et ça, c'est un grand rôle du maître de jeu qui rentre dans la question de rendre un monde crédible, qui passe du coup par ces PNJ, comme on dit dans le milieu du jeu de rôle, ces personnages non jouables. Et de votre côté, comment vous l'avez vécu, les personnages secondaires? Comment, par exemple, si vous avez été maître de jeu, c'était quoi un peu le défi? Comment vous les rendez crédibles? Ou si quand vous étiez joueur, comment vous les appréhendez, ces personnages non jouables, ces PNJ? Alors, ça, c'est vraiment la qualité du maître de jeu que d'arriver à en faire un personnage présent dans le groupe ou pas. Et ça, bon, j'ai eu quelques copains qui se sont rapidement spécialisés sur ça. C'est ce côté vraiment role-playing qui fait que assez souvent on se détachait un peu des règles pour permettre cette créativité, ces personnages PNJ. Et voilà. Alors, moi, j'ai fait quelques tentatives de maître de jeu. Je trouvais que j'étais trop coincé par les règles. Et donc, récemment, je me suis remis à jouer avec un groupe où on laisse tomber les règles. Et justement, ce qui est important, c'est plus l'animation, c'est la volonté d'être vraiment dans le roleplay, à la fois en tant que joueur, mais aussi d'accepter ce que dit le maître de jeu. Voilà, c'est lui qui crée l'univers, c'est le dieu complet, quoi.
Parfois, on sort un peu frustré, mais c'est des bonnes expériences. Ce que je veux dire, en général, c'est très riche. Ça permet aussi de découvrir les copains sous un nouveau jour. Ah oui, Puis après, de se poser des questions, puis après d'aller titiller. moment de rencontre et d'échange. On voit la vraie personnalité. Et quand on jouait au niveau des campagnes, on avait toujours 2 ou 3 qui étaient leaders. Et moi, je me rappelle qu'un des rôles que j'avais adoré, c'était voleur. À une époque, je jouais voleur, donc j'étais jamais en première ligne. J'étais toujours à fureter, etc. Tu pensais à quel genre de... Enfin, est-ce que tu pensais à un personnage de la littérature ou de la cinématographie pour imaginer un personnage comme ça? Tu as une source d'inspiration? C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un peu le côté, fureteur de Bilbon, par certains côtés. Petit personnage toujours un peu dépassé par les événements, mais qui malgré tout va faire face à ces dangers comme il le peut en tirant... Voit à son horizon de 1 mètre, Voilà. 1 mètre 20, et toujours cherche à grappiller la petite chose, quoi. Et finalement, avec de grands effets. Alors moi, j'ai fait un petit peu le maître de jeu, mais assez peu. Par contre, sur le personnage dongeur, ça m'est arrivé de jouer des personnages dongeurs. À l'occasion d'une campagne qui avait déjà débuté, donc je ne pouvais pas trop m'incruster. Le maître de jeu m'avait donné un des personnages non-joueurs, en me donnant les instructions de ce qu'il devait faire, et la personnalité, tout ça. C'était un vieillard cartographe qui avait tendance à dessiner les cartes, avec beaucoup d'imagination. Sauf que ce qu'il dessinait... finalement s'avérait la réalité. Dans Rêve de Dragon, c'est le genre de choses qui l'archétype un peu du vieux sage-fou, c'est ça? Voilà. Très grand classique. Autre point que je trouve passionnant dans les jeux de rôle et dans la littérature, c'est la notion de voyage et de découverte d'univers différents. Et là encore, c'est un grand défi du maître de jeu, de faire voyager ces personnages dans ces mondes parfois qui n'existent pas, mais parfois si également. Et ça a une place relativement importante dans les scénarios, ces moments d'émerveillement. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que vous avez des beaux souvenirs de paysages fantasy, de SF, ou totalement une représentation pourrie d'une ville bien contemporaine? Alors, j'ai un souvenir particulier d'un univers complètement pourri, c'était le jeu Paranoia. Ah, alors là, Paranoia. Alors on va peut-être expliquer Paranoia avant. Tu veux peut-être expliquer d'ailleurs le jeu de rôle Paranoia? Alors il faut expliquer parce que c'est un jeu culte quand même. Je préfère que tu expliques parce que je me rappelle J'explique. tout à fait les règles. Alors je peux expliquer parce que j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Mais après je peux pas expliquer d'un point de vue historique et tout ça parce que c'est quand même des origines un peu obscures. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est un jeu de rôle qui à l'origine a été créé pour que les maîtres de jeu se vengent. Il y a beaucoup de maîtres de jeu qui ont un peu connu ce côté des joueurs qui aiment bien casser son scénario, essayer de sortir du jeu. Donc Paranoia, c'est un jeu, je me souviens très bien quand on commençait à lire le livre, ça disait « N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu, on est là pour s'amuser ». Et ça a commencé par les 10 premières pages sont pour les joueurs et les autres sont que pour les maîtres du jeu. Et tout l'intérêt en fait, c'est que le maître de jeu va un peu torturer ces pauvres joueurs dans un monde où les joueurs doivent obéir à l'ordinateur. Car tout le monde aime l'ordinateur. Oui, c'est tiré de 1780. Totalement, ouais, c'est totalement une référence. Une référence à ça. Et du coup, voilà, à partir d'une petite introduction de Paranoia, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce qui t'a fasciné dans cet univers, dans cette ambiance? Et donc, on avait chacun une mission en plus. Oui, vous avez chacun une mission qui peut parfois vous diviser. Qui est de déstabiliser quelqu'un qu'on ne connaît pas au début, mais qui s'avère être un autre joueur. Et donc, tout le monde se méfie de tout le monde dès le départ. Et ça crée une tension parce que dès qu'on a un peu l'habitude de jouer, on rentre très rapidement dans le jeu. Et du coup, au bout d'une heure, on est vraiment stressé. Alors, ok, on arrive à prendre du recul. On fait des pauses éventuellement pour aller recharger les verres. Et puis, on y a joué pendant quelques semaines à faire plusieurs parties, et puis après on a complètement arrêté ce jeu parce que c'était vraiment trop stressant. Et pourtant, on garde tous un bon souvenir. Des copains que je continue à revoir comme ça. Tu te rappelles la partie de Paranoia? Putain.
Alors du coup, Zach nous rejoint et en fait, si tu nous as peut-être entendu, mais ce dont on parle là, c'est un peu les lieux et les ambiances, des points qu'on aime dans les jeux de rôle qui sont déjà ici dans la littérature. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu un lieu, un univers, une ambiance qui t'a bien marqué, qui te rappelle un peu comme si tu lisais un bon livre? Oui, alors oui, ça bien sûr. Un exemple récent qui me vient en tête, c'est une partie que j'ai fait à la fin du mois de mai avec Maxime à Toulouse. La partie avec David Méchin d'Aéro Masterclass. Les dossiers du professeur Gilles de la Tourette. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on est un policier sous les ordres du préfet Lépine. Donc on est en 1905, un truc comme ça. Il y a Clémenceau aussi qui passe de temps en temps, bon, avec un MJ qui a toute une série de fausses moustaches et qui change de moustache et de ton pour faire le préfet Lépine et Clémenceau. Et donc c'est un jour ordinaire à la préfecture de police quand arrive un homme d'allure très banale, la cinquantaine, qui apostrophe le factionnaire au cri de « Je dois parler au préfet. Monsieur le préfet, bâtard, 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 bâtard. Je dois vous dire merde, 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 merde. » Et bon, le type se retrouve au trou et on apprendra notamment, enfin, une des premières choses qu'on apprend, c'est que c'est un patient du professeur Gilles de la Tourette qu'on va rencontrer au cours de la partie. Et donc voilà, c'est l'occasion de se balader dans le monde de la psychiatrie française et de la police de l'époque des Brigades du Tigre, mais voilà, avec cette idée de Monsieur le préfet, merde, 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 merde. Ouais, c'est un de mes souvenirs les plus marquants de jeux de rôle. J'ai pris un grand fou rire et c'était un monde. Alors c'était une partie de l'appel de Cthulhu, donc Ça fait très Cthulhu. voilà, c'était pas un hasard qu'on soit dans le monde de la psychiatrie à cette époque-là, effectivement. Voilà, c'est une des choses qui m'a le plus transporté récemment. Une ambiance qui a l'air bien oppressante, mine de rien, quand même. Ah oui, très oppressante. Et puis voilà, bon, avec tout le talent théâtral d'un très bon MJ en l'occurrence. Et bon, ouais, c'est Cthulhu, quoi. On connaît, on perd des points de santé mentale. On n'espère pas s'en sortir vivant. Et c'est pour ça qu'on aime. Moi, un souvenir de voyage en jeu de rôle, c'est aussi l'appel de Cthulhu, mais on jouait très peu le mythe, donc on avait les règles de Cthulhu, mais le mythe était complètement personnel au maître de jeu. Et on s'était retrouvé, alors je ne sais plus pour quelle raison, à explorer l'Afrique. Donc déjà, il fallait aller traverser l'Atlantique en bateau de ligne. Et rien que ça, ça nous a pris une ou deux séances. Je ne sais plus ce qu'on avait fait dans ce bateau. Mais et puis, voilà, là, c'était très dépaysant. Et puis, c'était voilà, des histoires inspirées voilà, de Indiana Jones et autres, mais un peu avant. Je trouve ça intéressant parce que rien que dans vos anecdotes différentes, on a plusieurs genres de littérature. On a eu là un peu quelque chose de SF dystopique, horreur bien oppressante des psychanalystes, et là on a eu un peu pulp et aventure à la Indiana Jones. Oui. Donc c'est quand même fascinant comment dans des jeux de rôle ils peuvent bien s'approprier des codes de la littérature et de tellement de littératures différentes, parce qu'on pense souvent à Donjons & Dragons, donc Heroic Fantasy, mais ça peut être bien d'autres choses. Alors, en parlant d'imagination, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur quelque chose qu'on avait commencé il y a 1 heure. On n'a pas pu finir. Qu'on n'avait pas pu finir, c'était le jeu narrativiste du cercle de l'orbite galactique. Donc on était parti sur une uchronie qui avait été tirée par une main innocente. Et donc on a repris l'uchronie qu'on avait proposée au jeu d'il y a 2 jours, avec une mine d'Arenberg qui exploite toujours son charbon pour des raisons uchroniques, qui tiennent essentiellement à des difficultés pour le pétrole. En gros, on n'a pas de pétrole, donc on le remplace par du charbon, mais ça n'abolit pas les inégalités. On a défini le monde restreint de notre personnage principal. Donc, dans ce monde uchronique, c'est un homme de 45 ans.
Donc, merci beaucoup. Dans ce monde uchronique, c'est donc un homme de 45 ans qui travaille dans le bassin minier sur lequel qui est actuellement sous nos pieds, qui vient d'Amiens, qui a une fois son bac en poche a traversé la rue pour se faire employer par la mine de charbon, enfin par la compagnie des mines de charbon d'Anzin qui existe toujours, qui n'a pas fermé en 89. Et donc il a maintenant 43-45 ans, il est employé à la mine. Il a une vie bien rangée de mineur, père de famille d'un 2023 typique. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et puis un jour, il prend conscience des inégalités profondes de la société. Et donc c'est la deuxième étape du voyage du héros, c'est l'appel de l'aventure. Et maintenant, je vous propose de m'aider à imaginer le refus de l'appel. Dans le refus de l'appel, c'est donc d'après la structure de Joseph Campbell, c'est l'étape dans laquelle le protagoniste a peur de répondre à l'appel par peur de l'inconnu, puisqu'il craint ce qui sort de son monde restreint, ordinaire et rassurant. C'est là qu'il affronte la peur de l'inconnu. Vous avez souvent un retour de l'élément perturbateur qui est réitéré, puisque il essaye d'éviter le problème, mais le problème continue. Il a un choix à faire, et il va finir en général par vaincre ses peurs pour franchir un seuil, le seuil du départ de l'aventure. Alors, donc, est-ce que d'après vous, cet Emmanuel Macron, mineur de charbon en 2023, qui a pris conscience des inégalités de la société, par quelle façon il pourrait refuser l'aventure? Alors, imaginez un Emmanuel Macron uchronique, mineur dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a pris conscience d'un problème majeur. Vous avez liberté sur ce problème puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il va ensuite essayer de refuser cet appel de l'aventure, négocier avec lui, sans forcément y parvenir. Il va finir par devoir dépasser ses peurs. Être dans une situation où il doit dépasser sa peur et franchir le seuil de l'inconnu. Est-ce que votre imagination est stimulée par ce que vous entendez? Alors moi, un mineur aussi âgé que ce monsieur, forcément, il a un début de silicose comme moi là, en ce moment. Et donc, son problème, c'est un petit peu d'en sortir. Est-ce qu'il a la capacité... C'est un monde où il y a d'un côté les patrons, pour moi, une imagerie très 19e siècle. Il y a cette haute société. Et puis, entre deux, naviguent les syndicats. Donc, il y a forcément un syndicat très fort. Est-ce que ce mineur-là, non, je ne le vois pas très syndiqué, en fait, mais effectivement, du fait qu'il prend conscience de ces inégalités, il va être évidemment contre les patrons, mais par ailleurs, côté syndicat, il ne va pas forcément trouver son contentement, puisque les syndicats, certes, ils sont pour la défense des mineurs, des petites gens, mais en même temps, ils veulent rester dans leur position qui maîtrise un peu tout ce groupe de personnes. Et il ne s'agit pas d'émanciper tout le monde à tire-larigot, quoi. D'accord. Donc ça pourrait être en lien avec sa silicose, où il tenterait d'obtenir de l'aide du syndicat, mais n'y parviendrait pas. Il tenterait d'obtenir de l'aide de la sécurité, de l'administration de la sécurité, mais n'y parviendrait toujours pas. La charité patronale, ça marche pas non plus. C'est peut-être ça qui le pousse dans l'action. Oui, tout à fait. Après, on peut imaginer qu'une médecine s'est développée autour en particulier des maladies des mineurs, qui est très lointaine parce qu'il n'y a pas de gros centre hospitalier. Le plus proche centre hospitalier, c'est Lille. Donc c'est quand même pas tout à côté. Et on n'a pas de voiture au pétrole. Il n'y a pas de voiture à pétrole, bien sûr.
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme moyen de transport rapide. Il y a Le train, peut-être. le cheval, oui, le train. Le cheval de fer. On est toujours au cheval de fer à panache à vapeur. Oui. Donc, alors peut-être qu'il ne peut pas prendre le train, que c'est interdit aux mineurs. Peut-être qu'il a toujours un passeport ouvrier et qu'on a rétabli le passeport ouvrier et qu'il peut pas voyager. Ça peut être un problème. Après, devant le dilemme se soigner ou bien devenir un activiste, il peut choisir de tricher. Ça, c'est quelque chose que je verrais très bien. C'est qu'il décide de se monter une personnalité un peu différente. Dans le modèle d'un syndicalisme, mais un peu différent, qui va essayer d'imaginer, et pourquoi pas inventer complètement un syndicalisme patronal, qui l'amènerait d'une part à pouvoir côtoyer les milieux aisés et donc pouvoir se soigner, ça va être son envie secrète, et en même temps d'essayer d'instiller sa vision de l'égalité. Parce qu'avec un nom comme ça, je doute qu'on ait les mêmes bases sur la notion d'égalité. Mais enfin bon, voilà. Les ouvriers qui sont restés au fond pendant longtemps, voilà, c'est des personnages importants. Et donc, arrivés à 42 ans, ils ont encore au moins 25 ans d'activité, pour la plupart. S'ils arrivent jusqu'au bout, à 65 ans, on a encore un personnage robuste. Dans sa tête, en tout cas. Et pour lui, c'est ça qu'il faut devenir une nouvelle aristocratie, d'une certaine façon, leur reconnaître pour leurs valeurs d'ouvriers. Moi, j'ai abattu tant de mètres de charbon, ou tel tonnage de charbon. Et ça va être leur heure de gloire. Donc il inventerait un néo-stakhanovisme. Oui, peut-être avec un nom un peu différent, probablement. Macronovisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, messieurs? Parce que c'est notre charbon. Non, tu as le micro. La parole est à toi, Romain. Non, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est que de se refaire un peu une nouvelle identité, c'est un peu aussi une manière un peu parfois pervers de faire face à un problème, parce que c'est un peu de s'oublier lui-même, donc parfois même nier des principes que l'on avait pour atteindre ses objectifs. Et est-ce que ça vaut le coup d'oublier ses principes, ses valeurs pour atteindre un objectif, si finalement ça vaut trop de sacrifices? En tout cas, ça peut être intéressant, et notamment j'aime bien l'idée de base de dilemme entre est-ce qu'on va chercher à être des patrons corrompus qui ne veulent pas forcément entendre la détresse des travailleurs, ou un syndicat qui semble vouloir aider les travailleurs, mais qui parfois prennent du mauvais pied le problème en voulant juste prendre la place des patrons. En tout cas, je trouvais que c'était de très belles pistes de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'imaginais un mineur peut-être un peu différent, mais qui passe effectivement des heures sous terre à miner, travailler. Il se demande parfois pourquoi il a besoin de ramasser à faire autant de galeries sous terre pour trouver du charbon. Mais régulièrement, sa pioche casse, il est obligé d'en fabriquer une autre. Là. Il mine le charbon, mais il mine aussi le fer. Quand il a de la chance, il trouve de l'or, du diamant. Et donc il continue à miner et il trouve que son monde est un peu absurde. Et il doute de la réalité de ce monde. Et c'est quand même bizarre que tout soit fait de cubes. Très bien trouvé. Je sais pas trop comment enrichir cette belle amorce. Tu as une petite idée? Non, mais j'aime bien le monde. Voilà, on se rend compte qu'en fait, on est dans Minecraft et voilà, Minecraft. Je rappelle que Minecraft, c'est toujours des humains qui jouent à ça et les humains vont volontairement dans ce monde où tout n'est que cube et il faut se fabriquer le moindre outil pour pouvoir se fabriquer plus d'outils. Mais oui, ça peut être effectivement une bonne chute, surtout si c'est visuel. Puis si ça se trouve, nous sommes dans une simulation
un jeu vidéo manipulé par d'autres joueurs. Oui, ça, c'est toujours possible. Ou alors on est dans un jeu de rôle, hein, enfin voilà, Est-ce que, dans quelle mesure dans votre vie de tous les jours, vous pouvez avoir l'impression de faire des jets de dés sur vos compétences? Dans quelle mesure vous trouvez que cette logique modélise vraiment le réel? Surtout quand on fait une grosse bourde, alors qu'on pensait faire quelque chose de très simple et qu'on se plante, qu'on se fait mal, et là on se dit voilà, j'ai fait un échec critique. Comme moi, j'ai cette impression quand parfois je cuisine. C'est quand parfois je fais du popcorn, donc c'est pas compliqué quand même dans l'idée, et qu'après j'ouvre la casserole, je me rends compte qu'elle prend feu. Allez. Alors avec un des 20, moi, hein, je me respecte. J'ai pas de bonus. 8. Bon, ça, le plat est juste mauvais. Mais une fois j'ai fait un échec critique, ça a pris feu. Donc voilà. Donc c'est à ces moments-là où je me dis quand même, dommage que ça n'existe pas les points de chance. Ça aurait pu beaucoup m'aider à ce moment-là. Surtout une belle honte en direct devant plein de proches. Ouais. C'est dur. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous montez de niveau, vous avez plus de points de vie après? Ah, je viens d'atteindre le niveau 50 et c'est pas forcément toujours positif de monter de niveau à partir de ces niveaux-là. Je suis d'accord. Oui, et moi je suis sur la pente descendante. Hein. Moi qui ai dépassé le niveau 60, là je vois le mur se rapprocher à grande vitesse. Bon, mon ambition de devenir à 3 chiffres, je ne sais pas si je serai centenaire un jour. Si tu accumules assez d'expérience, tu peux passer le niveau 100. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est pas que de speedrun. l'expérience. Il y a aussi, les jets de dés critiques, et ça arrive assez souvent dans la vie. Hein. On vient de voir un magnifique exemple il y a 3 ans, n'est-ce pas, où des tas de gens ont dû lancer les dés, et ils se sont aperçus que les dés ils tombaient souvent sur les dés critiques. Hein. Faut pas se masquer la vue. Hein. C'est peut-être au contraire une façon justement de se réapproprier un tant soit peu de prise sur le destin et de savoir quelle est la part d'aléatoire. Parce que dans un jeu de rôle, on sait où va être l'aléatoire, il va être dans le lancer de dés. Et tout ce qui vient avant, on le maîtrise. Et tout ce qui vient avant, on va le savoir. Et on sait pourquoi c'est arrivé. Oui, non, je suis pas complètement d'accord parce que c'est un jeu à plusieurs et qu'on n'est pas dans la tête des autres. Et donc, il y a des moments, il faut prendre des décisions rapides et le voisin ou la voisine, ils prennent la mauvaise, selon notre opinion, prennent la mauvaise décision, mais on est coincé parce qu'il l'a dit. Et dire, c'est faire en jeu de rôle. Et donc, je mets la main... Non, trop tard, il a mis la main dessus. Et ça, c'est pas un jet de dés, c'est la décision d'une personne dans une urgence et qui n'a pas le même point de vue et qui a pris un risque ou qui a fait un geste inconsidéré, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Hein. Alors là, assurément, quand il faut taper sur un bon caillou, par exemple. Oui. Les mauvais choix au mauvais moment, mais également les bons choix. Hein. Ça aussi, ça fait partie du charme du jeu de rôle, Bien ces sûr. petits moments de génie, de complicité avec les autres, où on dénoue une situation qui on se dit infranchissable. Et ça c'est aussi observable et c'est magnifique d'ailleurs, hein, ces moments-là qu'on aimerait voir plus souvent. Mais c'est d'ailleurs un peu l'objectif de notre association dans un sens, réunion de personnes avec des compétences différentes et différents niveaux, mais qui vont malgré tout essayer par leur ingéniosité de débloquer des situations. Oui, bon après, il faut voir aussi quelle situation on essaye de débloquer. Hein. Par exemple, on essaie de faire reconnaître le jeu de société comme un produit de l'esprit en France, pour que ce soit traité à l'égal du livre et pas d'autres simples produits. Et on vous incite à aller signer la pétition sur le site du COG. Voilà, c'était la minute promotion. L'avantage, sinon, c'est que dans le jeu dans lequel on joue, on a quand même beaucoup moins de situations de combat que dans la plupart des jeux de rôle. Ça, c'est pratique. On a moins de possibilités de ressusciter non plus.
Même si, alors de nos jours, l'Ukraine est devenue une zone PVP, mais pardon, c'était extrêmement sombre. Tu peux m'en dire un peu plus de cette pétition pour le jeu? C'est ça, si j'ai bien compris. Alors, un petit instant, je vais vous chercher l'auteur de la pétition. Et en fait, en bref, c'est qu'on a ouvert une pétition pour parce qu'on s'est rendu compte que dans les aides culturelles qu'on peut avoir, notamment pour que les personnes aient accès à la culture, comme par exemple l'IPAS, il y a de l'argent qui est donné pour que les personnes puissent acheter des livres, des jeux vidéo. Mais les magasins de jeux de société n'y ont pas accès. Les gérants de magasins de société ne peuvent pas avoir l'IPAS. Donc, ça veut dire que techniquement, officiellement, ça voudrait dire alors que cette carte qui permet d'acheter des biens culturels ne considère pas le jeu de société comme un bien culturel. Donc, nous, ce que l'on veut vraiment, et via cette pétition qu'on vous invite à signer, c'est qu'en fait, dans les aides, dans les possibilités, les opportunités et la reconnaissance culturelle, que le jeu ait totalement sa place. Et notamment que le jeu, on comprenne également que peut-être une compréhension qui est également une dimension artistique dans le jeu de société. Parfois, il y a des jeux auxquels on joue, ils sont une dimension bien plus artistique que l'on peut imaginer. Par exemple, des jeux comme Mysterium, où c'est totalement un peu une idée de l'art abstrait, où en fait on montre une carte et on essaye de jouer sur l'interprétation que chacun peut avoir sur une image très abstraite. Donc c'est quand même un sujet très intéressant. Ah, mais nous avons l'auteur du coup de le sujet de pétition qui va vous dire un peu plus. Oui, je vais vous parler rapidement de cette pétition qu'on a lancée. Donc, c'est une pétition dont l'objectif est de faire reconnaître par l'État français le jeu comme un produit culturel, en particulier le jeu de plateau et le jeu de rôle, parce que suite au confinement, le jeu vidéo a été reconnu comme objet culturel et donc du coup, ça fait que tout ce domaine de création est un peu plus régulé par le droit d'auteur et la redistribution des richesses générées par la vente des produits culturels. Et ça, voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi dans les consciences des gens que le jeu est une forme d'art, que le jeu de rôle est une forme d'art aussi. Donc c'est à la fois quelque chose... C'est assez léger en fait au niveau du statut juridique, ce qui est important, mais c'est plus une reconnaissance dans l'opinion publique qui passerait par la reconnaissance légale comme objet culturel, quoi. Comme quoi? Oui, comme dans le fait qu'on peut bénéficier de plus d'aides pour les domaines culturels liés au jeu. Et donc j'apprends qu'il y a un statut différent entre les jeux vidéo et les vrais jeux de plateau et de... C'est scandaleux. Les jeux vidéo je suis vraiment outré. Sont quelque part considérés comme des œuvres d'art, ce qui n'est pas forcément le cas d'un jeu de plateau dans la conception légale. Oui, alors qu'il y a souvent quand même beaucoup d'illustrations dans les jeux de plateau. Oui, donc, alors du coup, la démarche artistique, elle est quand même assez évidente. c'est chaque créateur du jeu, indépendamment, est un artiste. Donc l'illustrateur recevra des droits d'auteur d'illustration, le concepteur du jeu en tant que concepteur, mais non, le concepteur beaucoup moins, quoi. Enfin, dans tous les cas, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de pousser au sein de notre association, mais qui est dont la Société des auteurs de jeux a en France la charge, comme la SACEM pour les musiciens ou la SACD pour les auteurs-compositeurs dramatiques. La Société des auteurs de jeux, donc c'est créé il n'y a pas très longtemps. Disons que c'est elle qui porte pour les Français cette revendication. Nous, on a voulu rajouter cette pétition à côté pour soutenir leur action. On est membre de cette société en tant qu'association et on veut leur apporter tout le soutien possible dans cette démarche. Voilà, et moi ça m'a été inspiré par un livre que j'ai lu qui s'appelle Être créateur de jeux et voilà, qui raconte tout le parcours de ce genre de carrière qui commence à émerger un peu. Enfin voilà, je ne sais pas si vous êtes créateur de jeux. Alors, j'en ai créé un avec une collègue il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet. Juste pour un petit peu rentrer dans les détails, je suis scientifique.
Et on a monté un projet il y a une dizaine d'années avec plusieurs collègues de sciences participatives. D'accord. Les sciences participatives, c'est quelque chose qu'on a réinventé au XXIe siècle, qui existait bien avant, qui était de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de professionnels pour faire certaines choses, en particulier des observations de la nature. Et au contraire, on s'aperçoit maintenant que vaut mieux avoir quelques centaines d'yeux novices plutôt que simplement deux paires d'yeux professionnels. Alors moi, pour ça me voir fait les choses. penser au logiciel open source qui compte en fait sur le fait que comme le code est visible par tout le monde, il va être vérifié par plein de Exactement. personnes. Oui, Et on ne tout pourra à pas fait. y mettre de malfaçon. Donc open source, open art et open science. Et open science est devenu un grand travail, une grande idée qui est déboulée l'année dernière, grosso modo. Le gouvernement a pris ça comme cheval de bataille. Il faudrait que toute la science... Alors ça fait des années qu'on se bat là-dessus, que la science qui est payée par les impôts, elle doit appartenir à tout le monde. Or, ce n'était pas le système. Bon, bref, c'est pas le but du Les jeu. découvertes des recherches des centres nationaux doivent être publiques et ne doivent pas Exactement. déboucher sur des brevets privés. Alors, c'est pas d'histoire de brevet. Quand on est scientifique, on peut avoir des brevets parce qu'on est au contact avec des privés et que le brevet, c'est un moyen de protection juridique dont la contrepartie, c'est de rendre public. Il faut juste avoir ce détail, c'est que, en tout cas en France, la législation des brevets oblige à rendre public au bout de 2 ans. Et c'est une publication d'ailleurs qui est faite directement par l'INPI et non pas par le propriétaire du brevet. En contrepartie, l'État lui garantit une réserve sur les utilisations de ce qu'il y a dans le brevet. Après, tout le jeu, ça va être bien sûr de contourner, si c'est nécessaire, cette chose-là. Et d'ailleurs, pour ces histoires de droits de jeux vidéo, j'ai une lecture un peu différente. C'est que les jeux vidéo demandent beaucoup d'illustrations, et ça, c'est protégé au titre du droit d'auteur. On appelle ça la propriété intellectuelle. Alors, j'imagine qu'ils se sont appuyés sur l'abondance de ces droits, de ces objets soumis aux droits de propriété intellectuelle pour pousser le bouchon un peu plus loin et faire reconnaître le produit jeu vidéo comme un bien culturel. Oui, c'était en particulier pendant le confinement. C'est discutable, par contre. C'était en particulier pour pouvoir utiliser les chèques culture qui ont été donnés aux jeunes pendant le confinement. Et donc, ce qu'on peut supposer, c'est que l'industrie du jeu vidéo a pu mieux s'organiser en groupe de pression qu'on appelle lobby, et donc mieux faire valoir ses intérêts spécifiques que les lobbies du jeu de société, parce qu'ils n'existent pas. Mais oui, tout à fait. Il n'y avait personne pour les défendre. Mais les jeux de société, ils n'arrêtent pas de s'en créer. La semaine dernière, j'étais au festival. Toi, tu nous as dit que tu avais fabriqué un jeu de société. Et est-ce qu'il est sur le domaine de la science Alors, il est complètement sur le domaine de la science. C'est pas un truc très compliqué, hein. On a pris l'idée du memory. Donc, en l'occurrence, là, c'est pour apprendre à du public à reconnaître la différence entre un vulgaire caillou et une météorite, puisque c'est dans le cadre d'un projet qui est vigiciel, d'aller rechercher des météorites quand on les a vus tomber. Dans la nuit, on voit un météore. Premier niveau, vous avez vu un météore, allez témoigner. Il y a un site web qui récupère ça. Et s'il y a 300 personnes qui ont vu le météore, on peut avoir une précision sur le lieu de chute qui vaut toutes les caméras du monde. Parce que, en l'occurrence, on a à côté un grand projet qui s'appelle le projet Fripon, qui a été de mettre un jeu de caméra un peu partout en France, une centaine de caméras en France. Mais si c'est vu par 2 caméras, parce que manque de chance, il y avait des nuages, eh ben, c'est foutu. Par contre, ça peut être vu à travers les nuages, les gens peuvent voir des choses. Donc ça, c'est l'aspect science participative, premier apprentissage. Et ensuite, si ça a donné lieu, comme en février dernier, à une chute d'un objet jusqu'au sol, ça s'appelle une météorite, c'est un caillou qui va faire quelques centimètres, et la détection, les calculs nous disent ça se situe à peu près à tel endroit, plus ou moins 2 km de la largeur et plus ou moins 10 km dans le sens de la longueur. Donc vous allez chercher des cailloux de quelques centimètres sur un grand domaine, quoi.
Donc là, il faut des gens, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup d'yeux surtout. Et comment on fait la différence entre un caillou qui vient du ciel et un caillou qui vient de la terre? Ben, ça s'apprend, ça a un certain nombre de caractéristiques On les goûte? particulières. La forme, non, c'est la forme, parce que c'est un objet qui a traversé le ciel, qui a été très lumineux. En fait, il a complètement fondu entre ce qui est au départ et puis ce qui est à la fin. Ce qui est à la fin, c'est moins d'1%. En général, c'est une couche noire, sauf si ça est cassé quand ça tombait sur le sol. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous l'avez jamais vu, vous savez pas le reconnaître. Dès que vous l'avez vu une fois, vous savez le reconnaître, quoi. Et un moyen de faire, c'est de faire ça par le jeu. Donc, avec des cartes de memory, c'est aussi un moyen de discuter avec les gens et d'entrer en contact avec des gens dans des festivals. Souvent, il y a des jeunes qui viennent tout de suite parce qu'ils sont déjà passionnés par la science, mais arriver à avoir d'autres personnes qui osent poser des questions aux scientifiques, parce que les scientifiques, on a tendance à dire c'est des gens compliqués, on ne veut pas comprendre, etc., etc. Bon, voilà. Si vous commencez par mettre un jeu et puis négligemment vous tournez une carte, une autre carte, et ils disent ah, c'est un memory, bah oui, regardez, vous pouvez jouer. Et puis ils retournent, c'est quoi ça au fait? Et puis là, ça y est, la discussion est partie. Je sais pas si tu joues à Terraforming Mars, par exemple. Pardon? Je sais pas si tu joues à Terraforming Mars, par exemple. J'ai joué, une partie de mon boulot, c'est de travailler sur Mars. Donc oui, j'ai joué avec ce jeu fabuleux, Terraformation. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi qui travailles sur Mars? Ah c'est un très bon jeu. Après, on peut discuter du réalisme aussi. Mais enfin, pour moi, c'est de la science-fiction. Et pour moi, justement, pour moi, un des messages du jeu, c'est que vu qu'il va falloir au moins une dizaine de générations, ce ne sera pas forcément possible. Non, c'est même pas, c'est des centaines de générations. Non, l'un des intérêts que je peux voir de Terraformation Mars, c'est de dire on est en train de rendre la Terre dans un état tel qu'il va falloir la reterraformer. Et le changement climatique, c'est quelques années à mettre en place, à dérégler, et ça va être, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les modèles des collègues climatologues, c'est même pas quelques siècles, ça va être des dizaines de siècles à retrouver les équilibres, donc à reterraformer la Terre. La semaine dernière, donc sur ce festival où j'étais, dans le Gers, on a un salon de jeux permanent sous une halle, et il y avait un créateur de jeux qui présentait un de ces jeux, je ne sais plus son nom, qui est typiquement sur ça, c'est le problème d'environnement, les biomes, etc., les différents types d'environnements terrestres et leurs équilibres. Alors le jeu était relativement simple, donc ça veut dire une approche très simpliste, mais y a, autour de la climatologie, il y a un jeu qui est beaucoup utilisé pour introduire les concepts et faire comprendre aux gens les notions d'équilibre. Le nom ne me revient plus. Mais on le rencontre assez facilement, quoi. Non, le jeu est une affaire très sérieuse. Et c'est absolument nécessaire que les jeux, pas juste les jeux vidéo, les jeux en général soient reconnus comme des choses culturelles. Afin qu'elles soient plus accessibles au plus grand nombre et qu'ils puissent ainsi, la notion de serious play par exemple, les serious games. Serious games, voilà, où on joue, mais on joue, mais en même temps on apprend des choses et des choses importantes. De ton côté, Mathieu, en fait, tu ressens comment un peu, enfin déjà, est-ce que tu es un gros joueur? Et est-ce que tu trouves que c'est facile d'accéder à des jeux Alors je suis, oui, assez gros joueur. Donc oui, je passe au moins 2 jours par semaine à jouer à des jeux de plateau, soit en ligne, soit en vrai. Et Terraforming Mars, on aime bien les gros jeux comme ceux-là, par exemple. Terraforming Mars, Brass, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a effectivement plein de jeux. Et c'est vrai que c'est évidemment que c'est des créations. Simplement les règles, mais je pense que c'est déjà d'un point de vue propriété intellectuelle, c'est déjà couvert par le droit d'auteur, que ce soit
les règles, les illustrations, les cartes. Après, qu'il y ait besoin de plus de reconnaissance. Effectivement, le jeu, suivant les pays, en Allemagne, ils sont très joueurs. Ils ont un peu relancé cette mode des jeux de plateau, là. En France, il y a aussi énormément de jeux. Et on a toujours l'impression, oui, que c'est un peu secondaire par rapport à d'autres activités. Même des jeux comme les échecs, le Go, le bridge, c'est très très en dessous d'un point de vue associatif, en dessous de la pratique sportive, alors qu'il y a plein de similitudes entre la pratique sportive et la pratique d'un jeu compétitif. Donc toi aussi, tu l'observes un peu que cette reconnaissance, rien que publique, n'est pas forcément encore totalement acquise. Oui, oui, et puis il y a toujours des gens pour s'imaginer que le jeu est une activité pour l'enfance, pas sérieuse, etc. Alors le terme serious game, je suis pas le seul à dire ça. Ça fait un peu rire parce que effectivement, il y a des sociétés qui vendent des jeux pour soit pour les entreprises, pour des formations ou des choses comme ça, ou pour faire passer des messages. Mais pour les vrais joueurs, le jeu est quelque chose de sérieux. C'est quand on joue, c'est là qu'on est le plus concentré, qu'on veut absolument la victoire, qu'on va chercher à mieux exploiter certaines combinaisons de règles, etc. Donc effectivement, le jeu pour moi, le jeu est forcément sérieux. D'ailleurs, les joueurs de Go, les joueurs d'échecs, ils sont sérieux. Ils passent alors, je joue un peu moins au Go, mais j'ai longtemps joué au Go en club. Et il y a beaucoup de gens qui consacrent leur vie au jeu de Go. Pour eux, Fischer qui disait que l'échec c'était la vie. Pour beaucoup de gens, le jeu est l'activité principale. Moi, c'est pas loin d'être le cas. Moi, je m'intéresse aussi à la science-fiction et à d'autres choses, mais oui, le jeu c'est quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet de la science-fiction, tu l'assumes totalement que le jeu est totalement intégré dans ta notion de passion de science-fiction. Ça fait totalement partie de ta passion et de ton... Oui, les deux sont un peu. Alors, ce qui est, quand on lit une des premières encyclopédies de la science-fiction, c'est de Versin. Il s'intéresse aux jeux de science-fiction. Alors, je ne sais plus à quelle époque c'est écrit, mais c'est quand même quelle époque? Mais enfin, 72. Et donc, il trouve quelques jeux qui ont un thème de science-fiction. Mais alors, on ferait le même travail aujourd'hui, ça serait difficile de trouver. Enfin, il y a des jeux qui sortent tous les jours, qui sont vendus tous les jours, mais des nouveaux jeux. Et la science-fiction, c'est une partie très importante. On parlait de Terraforming Mars. Il y a dans les jeux un peu plus anciens, il y a des robots rallye, des jeux de robots, des jeux de Rencontre cosmique. rencontres cosmiques. Oui, qu'est-ce qu'on a pu s'amuser avec un Cosmic Encounters. Dans les Dans vieux pas mal jeux d'éditions. classiques, Full Metal Planet, là, où on jouait pour récupérer des cailloux, là, encore la mine. Et donc effectivement, à une certaine époque, il y a eu il y a eu beaucoup de jeux de rôle de fantasy, mais de la science-fiction, c'est presque la moitié des jeux maintenant. Donc on peut plus faire faire un article de 2 pages sur la science-fiction, enfin les jeux de science-fiction. Il y a aussi le jeu dans la science-fiction. Et là, il y a quelques trucs. Si on l'a pas lu, qu'il faut avoir lu absolument pour les joueurs, c'est l'homme des jeux. Un des premiers. Oui, de Ian Banks. De Ian Banks. Dans la série de la culture, c'est le deuxième, mais on peut le dire en premier si on veut. Pour les joueurs de jeu, c'est un bouquin très très sympa à lire. Il y a aussi le livre de Gérard Klein là, sur le gambit des étoiles, sur les échecs.
Oui, il y en a sans doute d'autres. Mais maintenant, Il y ça a le m'échappe. Chant du Cosmos de Roland C. Wagner avec Oui. des espèces de duels mentaux. Enfin, Sans doute inspiré d'Hugo, parce qu'il y a des. Ouais. On sent un peu les, c'est jamais les complètement. encerclements. C'est jamais complètement décrit, mais voilà, c'est jamais, on ne sait jamais quels sont les détails des règles de ce jeu, ni même en quoi c'est un jeu exactement, mais vous avez une hiérarchie des maîtres, des tournois. Des Disons que tactiques. les règles, comme c'est joué par des télépathes, déjà, elles ont l'air d'être assez. Tout est un peu permis, hein, mais il faut déjà être télépathe, donc l'accès est assez difficile. D'une certaine manière, la Horde du Contrevent est un magnifique jeu. Oui, c'est une très bonne référence. Jack Baron et l'éternité de Norman Spinrad parle. Ah non, ce n'est pas un jeu télévisé, pardon. C'est une émission de télé-réalité. Enfin, c'est un talk show. Je me suis emmêlé les pinceaux. Par contre, un jeu cruel de Silverberg, je crois qu'il y a. Mais là, on est plus sur un truc façon chasse du comte Zara. Avec des humains qui sont chassés et un micro qui va d'ailleurs pas tarder à décéder. Peut-être l'occasion pour nous d'annoncer dans un instant bientôt une pause, mais peut-être que vous voulez encore nous parler du jeu dans la science-fiction, de certains de ses avatars ou de ce qu'il vous inspire. Non, c'est une autre façon de vivre la science-fiction. La science-fiction, moi j'ai d'abord connu par la lecture, donc on se plonge là-dedans, et quand on a la chance d'avoir un jeu qui est proche, si tu continues dans cet univers, il y a une jubilation complète là d'être dans l'univers de science-fiction, d'être pas forcément maître de tout, mais d'en profiter encore plus, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à vous. Et puis on vous retrouve dans très bientôt pour la suite de la nuit. La nuit des univers interactifs en écriture.